Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cet entretien exclusif sur Média TV en compagnie du président de la Commission africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat. Bonsoir, merci de nous accorder à Média TV cette interview exclusive. Bonsoir, madame. Alors nous nous trouvons à Tanger à l'occasion de ce sommet, de cette rencontre autour du dialogue avec l'histoire vers un nouvel éveil partagé. Que symbolise aujourd'hui cet éveil pour l'Afrique qui est proie à des attaques terroristes inédites, l'Afrique qui abrite plusieurs foyers d'extrémisme violent? Merci d'abord de me recevoir. Je voudrais remercier le ministère des Affaires étrangères de m'avoir convié à prendre part à ce dialogue de Tanger. C'est pour moi l'occasion de découvrir Tanger, une ville historique, une ville qui est le lieu par excellence pour ce genre d'exercice. Le dialogue entre les cultures, entre les civilisations, entre les religions, entre les hommes tout court, est une nécessité. Le continent africain, vous le savez, de par son histoire, a connu pas mal de défis. Il a été victime de la traite négrière, de la colonisation, de l'injustice qui malheureusement perdure. Et donc toute approche consistant à engager un dialogue entre l'Occident et l'Afrique et le monde arabe. Je rappelle que les 3/4 des Arabes sont africains. Et donc, vous l'avez si bien dit, l'Afrique est devenue malheureusement également un repère du terrorisme et de l'extrémisme violent, qui, je le rappelle, n'a aucun contenu en réalité avec l'islam, qui est une religion de paix. Et donc, je suis heureux de prendre part à cette session où on va, je l'espère, confronter des idées, échanger pour pouvoir bâtir des ponts, comme on a l'habitude de le dire, entre différentes civilisations, entre différentes nations. Vous avez parlé de brassage de notre continent. Vous êtes le fruit d'un brassage aussi, Excellence, Monsieur Faki Mahamat, de par les origines de vos parents. Comment cela, selon vous, ce concept de brassage aujourd'hui, est-il en train d'évoluer vers le bon sens en Afrique? Quand on parle de brassage en Afrique, il y a plusieurs brassages, bien naturellement. Mais selon vous, votre expérience à vous, comment mettre cela en avant pour que ça puisse aller vers le bon sens, vers la tolérance surtout? Écoutez, l'Afrique, le continent africain est une mosaïque des peuples qui tous ont le même objectif et le même destin. Le brassage entre les cultures, entre les civilisations est une nécessité. Et je crois que c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'Union africaine. Et avant elle, l'Organisation de l'Unité africaine, qui s'est battue pour l'indépendance et l'émancipation de tous les peuples africains. Et maintenant, nous sommes dans une phase d'intégration de ces différentes nations pour, à l'avenir, nous l'espérons bien, constituer les États-Unis d'Afrique. Et donc, ce brassage entre les différentes composantes de la société africaine est un exercice extraordinaire et c'est une richesse qu'il faut davantage développer. Et qu'il faut davantage développer. Je voudrais revenir avec vous à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu un peu plus tôt ce mois à Malabo. Donc, à l'ordre du jour, bien sûr, la lutte contre les terrorisme et bien sûr les changements climatiques, deux enjeux de taille aujourd'hui qui se dressent face au continent africain, parmi d'autres, bien sûr, les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'un échec, Excellence? Non, je ne pense pas. L'échec n'est pas une option. Il est bien vrai que nous rencontrons des défis très importants, mais la volonté politique y est et notre devoir est de travailler davantage. Le terrorisme et l'extrémisme violent qui n'étaient pas à l'origine dans le continent africain ont trouvé aujourd'hui un terrain de prédilection. Malheureusement au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, dans la Corne de l'Afrique et même plus loin en Afrique australe. Cet extrémisme violent a trouvé un terreau fertile. Une jeunesse sans emploi, des populations impactées négativement par les changements climatiques, touchées fortement par la Covid-19. Et récemment, on voit ce qui se passe entre l'Ukraine
et la Russie, et avec la hausse des prix des matières premières, de l'énergie, des denrées alimentaires, nous sommes dans une phase extrêmement difficile. Et donc il a fallu, nous avons estimé qu'il était urgent que les chefs d'État, au cours d'un sommet extraordinaire, puissent travailler sur ces questions. Sur le terrorisme, comment y faire face ensemble. Je voudrais faire remarquer que malheureusement, le terrorisme en Afrique n'est pas caractérisé par la communauté internationale comme le terrorisme. Parce que le terrorisme est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et en principe, cela est du ressort du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis plus de 10 ans, au Sahel et dans le bassin du lac Tchad particulièrement, malgré notre plaidoyer, la lutte contre le terrorisme n'est pas financée sur les ressources pérennes des Nations Unies, ce qui est injuste. Alors dans ces cas, il faut mobiliser les forces africaines, il faut pousser la solidarité africaine pour faire face à ces phénomènes, en espérant que la communauté internationale puisse nous rejoindre de manière très effective pour lutter contre le terrorisme. Vous avez parlé de solidarité africaine, encore faut-il, parce que je parlais d'échec de ce sommet extraordinaire de Malabo, qui parle d'une seule voix, alors qu'on a ressenti certaines dissonances. Vous avez parlé de ce terreau fertile du terrorisme. Le terrorisme se nourrit, comme on dit un peu dans le jargon, de zones grises. Avec l'instabilité politique aujourd'hui, avec tous les coups d'État, notamment cette dernière année, cela favorise également plus de foyers terroristes. Alors, pourquoi l'Afrique n'arrive-t-elle pas à parler d'une seule voix aujourd'hui contre ce terrorisme? Je crois que de façon générale, il y a une convergence de vues entre les États africains sur la nécessité de faire face à ces phénomènes. Très bien. Avec quels moyens? Ça, c'est toute la question. Vous savez que depuis 2011, ce qui s'est passé en Libye a été le détonateur. C'est vrai, le phénomène terroriste a existé dans certains Africains, mais il a pris vraiment de l'ampleur à partir de 2011, où des combattants et des quantités importantes d'armes ont quitté les arsenaux libyens pour se déverser au Sahel et dans le bassin de la Tchad notamment. Et donc, il y a eu des réponses. Par exemple, le G5 Sahel, depuis les 5 pays du Sahel ont mis en place une force. Ceux du bassin du lac Tchad ont mis en place la force mixte multinationale pour y faire face. En Afrique australe, la SADC, au Mozambique, avec le concours du Rwanda. Donc, il y a eu un certain nombre d'interventions militaires. Sur le plan politique et sur le plan idéologique, il y a également des actions. À l'Azhar, je sais que le Royaume du Maroc également a contribué dans la réflexion pour lutter contre l'intégrisme qui s'est dit islamique mais qui ne l'est en réalité pas. Donc il y a un certain nombre d'actions qu'il faut davantage mettre ensemble pour pouvoir faire effectivement au terrorisme. Il y a la réponse sécuritaire, parce que quand même ils attaquent, il faut faire face. Mais nous sommes parfaitement conscients que ce n'est pas seulement par les moyens sécuritaires qu'on peut lutter contre un phénomène comme ça. Donc il faut travailler sur le plan de l'éducation, la sensibilisation, il faut déradicaliser et il faut lutter contre les racines du mal qui sont essentiellement la pauvreté, l'ignorance. L'instabilité politique. L'instabilité politique aussi. Ce qui est assez curieux, dans un ou deux pays, l'explication qui a été donnée, c'est que le gouvernement civil en place n'était pas capable de lutter efficacement contre le terrorisme. Ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir, c'est un changement anticonstitutionnel que nous avons condamné, et nous ne sommes pas sûrs, parce que parfois la situation s'est même aggravée. Donc le problème n'est pas tant civil ou militaire, le problème est une mise en commun des moyens pour pouvoir faire face à ces phénomènes. Et donc l'un ne doit jamais justifier l'autre. Moussa Faki, l'avenir du G5 Sahel après le départ du Mali, est-ce que on peut aujourd'hui encore parler d'une force, une coalition du G5 Sahel? J'espère que c'est un incident passager. De par mes fonctions antérieures, j'ai été témoin de la gestation et de la naissance du G5. Je crois que c'est un cadre absolument cohérent qui puisse permettre de mettre en commun les moyens et de faire face à un phénomène comme le terrorisme. Il y a des situations conjoncturelles, la situation au Mali qui s'est créée et j'espère, en tout cas je recommande fortement la sagesse pour que ces États-là reviennent et travaillent ensemble. Ensemble déjà nous avons des problèmes, vous imaginez si cet espace se disloque, je crois que c'est la pire des choses qu'on puisse attendre.
Dernière question sur la lutte antiterroriste. Le Maroc, comme vous le savez, a accueilli cette réunion internationale de la coalition de lutte contre le terrorisme. C'était à Marrakech. Comment cela peut-il jouer en faveur de l'union des voix pour faire face à ce fléau, selon vous? En tout cas, il y a une constante. Le terrorisme est un phénomène mondial qui demande une réponse globale. Toute initiative, toute action tendant dans ce sens-là est la bienvenue. Je crois que la fragmentation des réponses n'est pas de nature à permettre à ce qu'on fasse efficacement face à ces phénomènes. Et donc ce qui s'est passé ici au Maroc, je crois que c'est une brique dans la construction de ce que nous espérons, une coalition internationale qui puisse faire face à ces phénomènes qui est par nature globale. Et le rôle du Maroc dans une coalition africaine de lutte contre le terrorisme, de par son expérience avérée à l'international et son partage aussi de l'expérience avec beaucoup de pays frères africains. Absolument, cela est très attendu. Déjà, nous avons constaté un apport significatif et nous encourageons le Royaume du Maroc à faire davantage. Je vais terminer peut-être avec une question aux diplomates que vous êtes, aux diplomates avérés que vous êtes. Vous dites que par nature, je cherche le compromis. Qu'est-ce que la notion du compromis en diplomatie, et notamment dans les temps présents? Écoutez, il y a par nature beaucoup d'intérêts qui forcément ne convergent pas à un moment ou à un autre. Dans les relations entre les hommes et surtout entre les États sont régis par leurs intérêts. Et donc il y a toujours une nécessité de donner et de recevoir. Et dans un monde cosmopolite, où parfois les intérêts s'affrontent, il y a naturellement nécessité de trouver un juste milieu. Et ça, khayrul asha awsatuh. Je suis musulman, je crois à ce qu'a dit le prophète, et je crois la takuna layyan fatu'sar wa la takuna yabis fatuksar. Khayrul asha awsatuh. Donc et c'est l'islam du milieu aussi qu'il faut prôner aujourd'hui en terre africaine. Absolument. Je crois que l'Afrique est riche de son histoire et la religion musulmane telle que nous l'avons vécue, l'ont vécu nos parents et nos grands-parents, a toujours été une religion du milieu, de la paix. Et tous les courants extrémistes, tout ce qui est extrémisme par nature n'a pas de grande signification. Je crois qu'il va mourir de sa propre mort et ce qui est essentiel, ce qui est vrai, restera vrai. Alors, en parlant de vrai, un petit mot sur votre rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Écoutez, j'ai parlé des défis auxquels fait face l'Afrique. D'abord, l'injustice que nous connaissons sur le plan international, notre absence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine est quelque chose d'extrêmement grave et dont les conséquences nous touchent directement. D'abord, sur la question de la paix. Un continent comme le continent africain tient beaucoup au multilatéralisme, malgré son imperfection. Donc la paix est quelque chose de nécessaire. La deuxième chose qui a expliqué notre déplacement, le président en exercice, le président Macky Sall et moi-même à Sochi, c'est de voir également la situation du continent africain qui est négativement impactée par ce qui se passe. L'Union africaine a mis une task force à Addis, animée par notre directeur général, avec l'ensemble de nos départements. On a fait des études, on a vu les conséquences directes de ce conflit sur le continent africain. Et donc nous sommes partis voir le président Poutine pour discuter avec lui sur cette question et naturellement permettre la liberté du commerce. Parce que le blé, les huiles, les fertilisants sont essentiellement produits dans cette zone entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Et donc nous avons estimé nécessaire de pouvoir discuter avec lui. Je crois qu'il nous a écoutés et j'espère qu'également de l'autre côté, avec les Nations Unies et les autres partenaires, nous puissions trouver des formules qui puissent permettre à ce que le marché soit alimenté par ces produits et éviter la hausse vertigineuse dont sont victimes particulièrement les populations africaines. Et notamment le risque de famine aussi qui plane sur beaucoup de communautés africaines. Moussa Faki Mahamat, merci beaucoup. Merci d'avoir accordé cette interview. Encore une fois, je vous remercie. Merci, madame. C'était un plaisir. Merci, madame. Voilà, c'est la fin de cette entrevue spéciale avec le président de la Commission de l'Union africaine. Très bonne soirée à tous.